Matin, Patrick Cohen. Voici Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. En mission commando avec les forces spéciales françaises, reportage exceptionnel au Sahel. Didier François a pu suivre les militaires engagés dans la guerre contre le terrorisme. Ce sera l'enquête du 8h. Les autres titres. Emmanuel Macron et sa politique étrangère, justement. Il en a été question hier soir sur France 2. Entretien à l'Elysée. La guerre en Syrie sera gagnée au mois de février, affirme le président. L'enquête à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, après l'accident du bus scolaire à un passage à niveau. Les barrières étaient levées, répète la conductrice du bus. Elle n'est pas la seule. Nous ferons le point dans un instant. Privatisation d'Aéroports de Paris ou de la Française des Jeux. Nicolas Barret des Échos nous détaillera le plan du gouvernement. Et puis les handballeuses françaises sur un nuage, championnes du monde après leur victoire contre la Norvège. Vous les entendrez. Et puis avec nous en direct à 8h15, François Gabard, l'homme le plus rapide sur les océans, 52 000 km en 42 jours. Défi technologique et humain qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Elle ne cesse de le répéter aux enquêteurs, les barrières étaient levées au passage à niveau. La conductrice du bus scolaire de Millas, interrogée sur son lit d'hôpital, après la tragédie qui a fait 5 morts, 5 collégiens, elle n'en démord pas. Et il y a du nouveau ce matin. Benjamin Péter, vous êtes en ligne. Les conducteurs de 2 autres bus disent la même chose. Eh bien oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jeudi vers 16h, ce sont 3 bus qui quittent le collège Bourquin. Chacun se rend vers un village différent pour déposer des collégiens. Le premier franchit le passage à niveau numéro 25 sans encombre. Et c'est le second qui va être percuté par le TER. Les occupants du dernier autocar vont, eux, assister impuissants à la scène. Et d'après nos confrères de l'Indépendant, ces 2 autres chauffeurs qui n'appartiennent même pas à la même entreprise de transport, puisque chaque parcours a fait l'objet d'un appel d'offres différent, eh bien, ces 2 chauffeurs confirmeraient que pour eux aussi les barrières étaient levées, le passage dégagé. Alors samedi en milieu d'après-midi, alors qu'ils venaient se rendre sur les lieux de l'accident, le procureur Xavier Tarabeu indiquait que les témoignages restaient contradictoires sur ce point. Alors est-ce qu'une seule barrière dans un seul sens de circulation a fonctionné, ce qui pourrait expliquer ces différentes versions? Les auditions en tout cas vont se poursuivre, des expertises sont en cours. Les enquêteurs ont notamment modélisé la scène en 3D. Ils vont également avoir recours à un drone pour retracer le parcours exact du bus. Une enquête très technique selon le procureur qui précise que les investigations sont loin d'être terminées. Merci Benjamin Péter. Les obsèques des victimes auront lieu cette semaine. 18 collégiens sont toujours hospitalisés, dont 6 dans un état grave. Je fais ce que j'ai dit. Emmanuel Macron explique à nouveau sa politique. C'était hier soir sur France 2. Sur la forme, un entretien debout et en mouvement avec Laurent Delahousse dans les bureaux de l'Élysée. Sur le fond, quelques points à retenir. La réforme du Code du travail. Le président table sur des résultats dans les 5 ans. Nicolas Hulot, c'est un inquiet. C'est pourquoi je l'ai choisi, affirme le président. Il a été aussi beaucoup question d'étrangers, de la fin de la guerre en Syrie. Ce sera pour la mi ou la fin février, estime Emmanuel Macron. Pragmatique, il faudra parler avec Bachar el-Assad, dit-il. La lutte contre le terrorisme, elle passe aussi et surtout par le Sahel. On ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme et protéger nos concitoyens si on n'a pas une action efficace avec le Sahel. Je suis déjà allé 2 fois au Mali, je retournerai pour la fin d'année au Niger. J'y suis très présent parce que c'est là que se joue une part de notre bataille contre le terrorisme qui est essentielle pour nos concitoyens ici. Et c'est un document exceptionnel qu'Europe 1 vous propose ce matin. Nous vous emmenons justement au Sahel avec les forces spéciales françaises. C'est l'enquête du 8h. Une dépose en hélicoptère avec un commando des forces spéciales. Mission ultra secrète, c'est l'opération Sabre. Reportage exclusif et en immersion avec Didier François. L'hélicoptère vient juste de déposer son petit groupe de commandos en plein désert, au cœur des zones d'action djihadistes. Cachés entre les dunes et sous des acacias, 3 véhicules tout-terrain très lourdement armés protègent la manœuvre. Ce que je vous demande, c'est de vous équiper, de mettre vos pare-balles et vos casques. On est sur le terrain, donc c'est potentiellement dangereux. Si lampe doit y avoir, c'est rouge et c'est vraiment discret. Donc on dort tous avec les chaussures, parés à partir si jamais il y a quoi que ce soit. En quelques minutes seulement, les forces spéciales ont récupéré renforts, vivres, munitions et chargé les 4x4. Sans plus attendre, la patrouille disparaît dans le désert pour rejoindre un campement de nomades. Le lieutenant Olivier doit y rencontrer un chef touareg qui dispose d'informations sur les terroristes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre ce type de personnes, on essaie de gratter pour avoir des informations fraîches sur ce qui va se passer dans la zone pour pouvoir les vérifier et essayer de remonter la pelote de laine. La patrouille doit désormais confirmer le renseignement obtenu auprès de son contact.
hors des sentiers battus. Elle roule à la boussole jusqu'au point d'observation sélectionné avec soin par le capitaine Alexis. Donc là, on s'est infiltré de nuit, sans aucune lumière, jusqu'à un point qui avait été bien précisé, parce qu'on savait qu'on aurait de bonnes vues déjà pour notre protection pour passer la nuit dans une zone ennemie, et deux, parce qu'on sait qu'on a un bon visuel sur un couloir de circulation qui nous a été indiqué. Donc on met en place un système de surveillance pour être en mesure de réagir si des ennemis se dévoilaient. Pour voir sans être vu, il faut savoir observer en silence. Équipés de jumelles de vision nocturne, les commandos rejoignent leur cache en chuchotant. Vous voyez quelque chose? C'est une moto avec un personnel dessus. Vous en avez une autre là-bas, là. Si vous regardez un peu. En fait, le désert est pas si désert que ça, là. Parce qu'on croit toujours être tout seul alors qu'on l'est jamais. Au petit matin, les observations de la nuit sont transmises par radio, car c'est sur la base de ce renseignement vérifié avec une extrême minutie que le commandement des opérations spéciales déclenche l'assaut de ces groupes d'action. L'enquête du 8h et ce document exceptionnel au Sahel signé Didier François. Europe 1, il est 8h06. Nous passons à l'actualité économique avec Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Je le disais dans les titres, c'est la grande affaire qui occupe Bercy actuellement. L'État prépare la privatisation de plusieurs grandes entreprises publiques. Les grandes manœuvres sont lancées en effet. L'État espère tirer 10 milliards d'euros des privatisations Macron d'ici 2020. Des capitaux qui iront alimenter un fonds pour l'innovation et qui seront plus utiles, selon le gouvernement, que s'ils restent bloqués dans ces entreprises publiques. Alors que trouve-t-on sur la liste? D'abord, une entreprise très atypique, Aéroport de Paris, c'est Roissy, Orly, Le Bourget et 10 aérodromes. Un cas compliqué car cette entreprise ne se contente pas de gérer des aéroports, elle possède aussi les terrains qui vont avec et que l'État veut garder. Les actions pourraient être vendues directement sur le marché ou par bloc. En tout cas, c'est un premier gros morceau avec forcément une dimension très politique. ADP, donc, Nicolas, quelles sont les autres entreprises sur la liste? Eh bien, d'abord une autre entreprise atypique, la Française des Jeux, atypique parce qu'elle a un monopole sur les jeux de loterie. Et donc l'État veut rester actionnaire, mais il pourrait descendre à 25-30% contre plus de 70% aujourd'hui. Une des options envisagées, c'est l'introduction en bourse, ce qui fait que tout le monde pourrait acheter des actions de la Française des Jeux. Sur la liste également Engie, l'ex-GDF Suez, dossier politique là aussi, les syndicats sont contre, surtout la CGT. Mais l'État détient 24%, plus du tiers des droits de vote. Il pourrait descendre tout en gardant une certaine influence. Ces trois dossiers, vous le voyez, sont ouverts. L'État a besoin de ressources. Les privatisations Macron sont sur les rails. L'éclairage de Nicolas Barré des Échos. La prime de Noël versée à partir d'aujourd'hui pour 2,5 millions de Français. Les plus modestes, ils vont pouvoir toucher entre 150 et un peu moins de 400 € selon les foyers. De quoi passer les fêtes un peu plus sereinement. Je vous propose d'écouter Léna, une mère de 2 enfants. Elle touche le RSA. Et pour elle, la prime de Noël s'élève cette année à 274 €. Quand j'ai vu sur mon compte, sur la CAF, j'ai vu ça, mais vraiment, on dirait que c'est quelqu'un qui m'a sorti d'un trou. Je l'attends avec impatience. Ça fait très très longtemps. La dernière fois, c'était en 2003. Je vais fêter Noël convenablement. Avec les enfants, oui. Avec cette prime de Noël, je trouve une solution comment de satisfaire tout le monde. Voilà, propos recueillis par Aude Vernuccio. Et puis attention à la neige qui s'invite ce matin sur une partie du pays. Exemple à Lyon, 2 à 3 cm qui sont tombés et ça tient. Écoutez le témoignage d'Aurélie, recueilli il y a quelques minutes par notre correspondant Jean-Luc Boujon. Il neige à gros flocons, ce qui est magnifique, mais un petit peu inattendu. La météo, j'avais pas trop suivi, mais je suis relativement bien équipée. J'ai ma veste de ski, ce qui est un peu ridicule parce qu'elle est rose fluo, mais puis j'ai mes petits après-ski, donc c'est sympa. Je pensais les sortir plutôt vers Noël, en montagne. Vous allez travailler aujourd'hui ? Ouais, je vais partir en métro puis en bus, donc je suis pas sûre que les bus tournent tous, mais je vais voir ça un peu quand j'y serai. Je vais voir si je suis bloquée, si j'ai besoin qu'un collègue vienne me chercher ou si je vais m'en sortir toute seule. Tombe la neige avec notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon. Il est 8h10, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, c'est la journée internationale des migrants. Et 56 d'entre eux arrivent à partir d'aujourd'hui en Alsace. 56 réfugiés venus de camps humanitaires au Niger et au Tchad. Ils vont pouvoir s'installer dans un couvent à Talmarmoutier, dans le Bas-Rhin. Reportage de Arthur Mbaché. Elle vient d'installer les draps dans les chambres du couvent. Sœur Monique s'active à présent dans le cloître. Vous préparez des fleurs pour les réfugiés ? Pour les réfugiés, voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai. Je replante les pensées qui sont bien accueillies. Les 56 réfugiés arrivent cet après-midi et demain, il y a des familles, 21 enfants, un bébé de 2 mois seulement. Ils vont habiter une partie inoccupée du couvent, explique le maire du village, Jean-Claude Distel. Donc ça, c'est la salle de cours. Donc vous voyez que les tables sont déjà prêtes, les chaises sont là, vidéoprojecteurs. Et c'est ici donc qu'interviendra une institutrice de l'éducation nationale ?
Tout à fait. Tous les services de l'État sont mobilisés. Au programme affiliation à la sécurité sociale, à la CAF, à Pôle emploi, les nouveaux venus sont d'ores et déjà réfugiés politiques. Ils ont été sélectionnés par la France au Tchad et au Niger. Certains étaient esclaves en Libye. Ils vont rester 4 mois ici au couvent. Et puis il y a des femmes qui ont été violées. Donc il faut aussi un accompagnement psychologique. Et ça aussi, l'État le fournira. À l'entrée du couvent, il y a des dizaines de sacs pleins de vêtements offerts par les habitants du coin, dont Evelyne. J'ai encore la poussette de mon fils. J'ai ramené des habits, tout ce que je peux ramener. On ne peut pas fêter Noël sans faire un geste. La France est censée accueillir 3000 réfugiés du Niger et du Tchad. Voici donc ici aujourd'hui les tout premiers qui représentent moins de 2% de l'engagement français. Talmar Moutier, Arthur Elmbaché, Europe 1. Une panne d'électricité géante dans l'aéroport le plus fréquenté du monde, celui d'Atlanta aux États-Unis. Des centaines de vols annulés, retardés et des passagers plongés dans l'obscurité. L'électricité a été enfin rétablie tout à l'heure. Le pass culture, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. 500 € versés à tous les jeunes de 18 ans pour qu'ils puissent aller aux expos, lire des livres. C'est aujourd'hui que débute la concertation avec le ministère de la Culture. Ève Roger. Sur le papier, le pass culture, c'est entre 350 et 400 millions d'euros par an. Pour l'instant, dans le budget 2018 de la culture, il est inscrit 5 millions d'euros, on le comprend. Le premier problème, c'est l'argent. D'où cette réunion qui consiste non seulement à imaginer une application mobile, facile à utiliser par les jeunes, mais aussi et peut-être surtout à trouver des mécènes. Et une piste se dessine. Pourquoi les grandes enseignes, type la Fnac ou Cultura, mais aussi les géants du net comme Amazon, Facebook ou Apple, n'apporteraient-ils pas une contribution, soit financière, soit matérielle, en donnant tout simplement des livres ou des places de spectacle? Et puis deuxième problème, quel type de biens culturels proposer à ces jeunes de 18 ans? Ce qu'ils ont envie de voir ou d'entendre? Au hasard, des concerts de rap ou des séries télé, ou ce qui serait bon pour eux de découvrir, un disque de jazz ou une soirée à l'opéra. L'idée là serait de les pousser subtilement via l'algorithme de l'application vers des propositions auxquelles ils ne penseraient pas naturellement et de leur proposer même, la ministre y tient, une pratique artistique via des cours de dessin, de musique ou de danse. Ève Roger, l'actualité sportive, écoutez, c'était hier soir dans un vestiaire quelque part à Hambourg. Et vous avez sans doute reconnu les handballeuses françaises, championnes du monde, donc après une finale explosive hier soir à Hambourg, 23-21 contre la Norvège. Les Françaises qui sont de retour ce matin et qui ont encore du mal à réaliser. Écoutez la capitaine Siraba Dembélé. Je suis ravie, fière. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Je suis vraiment comblée. Je ne sais pas à quoi m'attendre en France, en fait. Je ne sais pas quel impact ça a eu. Je ne sais pas du tout. Ça fait quasiment un mois qu'on est ensemble et on est un peu déconnecté de la réalité. Et j'espère qu'effectivement, on a touché beaucoup de monde en France. J'espère beaucoup. Et on peut dire aux handballeuses qu'elles font au moins la une de l'équipe ce matin et c'est amplement mérité. Absolument. Merci.